Bonjour et bienvenue. Nous nous sommes permis de démarrer avec un petit peu de retard parce qu'il y a des problèmes sur les métros et pour accéder jusqu'ici. Donc on a préféré prendre 10 minutes et puis vous laisser un peu plus de temps pour arriver. Donc nous allons ce matin parler de nutrition pendant une heure, une nutrition qui peut s'avérer une vraie préoccupation pour les personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson. Vous savez, ce sont souvent des problèmes de déglutition, des problèmes, des troubles gastriques qui sont provoqués par la maladie, avec derrière des risques de perte de poids, voire même de dénutrition. Et à contrario, certaines personnes malades peuvent rencontrer des problèmes de surpoids. Certains traitements peuvent aussi entraîner des troubles de nature alimentaire. Alors, quelle est la réalité de la situation? Comment peut-on lutter contre les effets induits par la maladie? Est-ce qu'il faut privilégier certains aliments? Nous allons aborder toutes ces questions dans l'heure qui vient avec le professeur Jean-Claude Desportes, qui est médecin nutritionniste à l'unité de nutrition et au centre spécialisé de l'obésité au CHU de Limoges. Un petit mode d'emploi, vous allez voir, il va y avoir plusieurs exposés durant cette heure. Et à l'issue de chaque exposé, vous pourrez poser des questions. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous donner la parole à plusieurs moments de cette matinée. Peut-être on va démarrer avec vous, je vais vous rejoindre, on va tout simplement s'asseoir ici tranquillement. En guise d'introduction, peut-être une question, professeur. On sait que la maladie de Parkinson provoque souvent une perte d'odorat. Pourquoi cette perte d'odorat et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication sur l'alimentation? Bonjour d'abord à tout le monde. Pourquoi il y a une perte d'odorat? C'est lié juste aux atteintes centrales, c'est-à-dire aux atteintes cérébrales qui existent dans cette maladie-là. Alors qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence? Je crois que c'est du bon sens, c'est-à-dire que le jour où vous rentrez dans une boulangerie et que vous sentez l'odeur des croissants chauds, ça va vous mettre l'eau à la bouche, ça va vous donner envie de manger quelque chose à l'intérieur, de prendre quelque chose et de le manger. Et si vous n'avez pas d'odeur, ça change complètement la donne. Souvenez-vous quand vous étiez petit et puis que vous rentriez dans la cuisine et qu'il y avait une superbe odeur qui vous donnait envie de... Là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc ça va limiter au point de vue conditionnement notre prise alimentaire. Puis par ailleurs, ça va changer aussi la façon d'appréhender l'alimentation. Évidemment qu'au moment où on mange, on a des odeurs. On n'a pas que le visuel, on n'a pas que le goût, on a aussi les odeurs. Et ça fait partie des choses qui favorisent la prise d'alimentation. Donc moins d'odeurs, c'est aussi avoir plus de difficultés pour s'alimenter. Et pour celles ou ceux qui font la cuisine, c'est beaucoup plus difficile, vous me reconnaîtrez aussi. Alors la maladie de Parkinson peut être à l'origine de deux risques principaux, la dénutrition ou alors le surpoids. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que vous allez nous expliquer, professeur. Puis on prendra quelques questions dans la salle. Voilà, le problème de la dénutrition, c'est que c'est un problème qui n'est pas spécifique à la maladie de Parkinson, mais malheureusement qui est plein de conséquences. Sinon, on n'en parlerait pas, on ne se poserait pas la question. Et vous voyez que tout à fait à votre droite en haut, il y a une réduction des possibilités de cicatrisation lorsqu'on est dénutri. Et il y a un bon nombre de maladies neurologiques, dont celle-ci, en fin d'évolution, où il peut y avoir des escarres. Puis dans toutes les maladies, dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir des interventions chirurgicales. Eh bien, être dénutri, c'est une perte de chance par rapport à la cicatrisation des escarres, une perte de chance par rapport à l'évolution autour de la chirurgie. Alors, il y a des conséquences qui sont un petit peu plus complexes, comme les atteintes intestinales, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y en a sur lesquelles vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, la baisse des muscles. Dénutri, ça veut dire moins de muscles, moins de gras, oui, mais aussi moins de muscles. Et moins de muscles, ça veut dire moins d'autonomie. Et dans cette maladie, garder de l'autonomie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a une altération osseuse. Autrement dit, on a de l'os qui devient plus fragile, donc on risque de se casser plus facilement si on tombe. Ce n'est pas franchement une bonne chose dans le cadre de cette maladie. Il y a une baisse de toutes les défenses de l'organisme. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une augmentation du risque des infections. Alors vous savez que dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir des troubles de la déglutition, une augmentation du risque de faire des infections pulmonaires parce que ça passe du mauvais côté. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui va favoriser ces infections. Une dégradation respiratoire. Alors, on est moins touché que dans des maladies neuromusculaires telles que la maladie de Charcot ou la sclérose en plaques avec la maladie de Parkinson, mais n'empêche, imaginez que vous ayez une insuffisance respiratoire parce que vous avez été fumeur ou fumeuse, ça arrive. À ce moment-là, le fait d'être dénutri aggrave votre maladie.
Et puis vous voyez aussi tout en haut une dégradation psychologique qui est sous-évaluée la plupart du temps, mais qui est tout à fait nette. C'est-à-dire que le fait d'être dénutri, ça va augmenter le risque d'anxiété, ça va augmenter le risque de troubles de l'humeur, et ça n'améliore pas, bien entendu, la vie quotidienne des patients. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a beaucoup de conséquences. Danger, danger, danger. On considère actuellement qu'au niveau des hôpitaux en France, il y a au moins 2 millions de patients qui sont dénutris. La fourchette officielle, c'est entre 2 et 6 millions de patients. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a à peu près 3 millions à 3 500 000 diabétiques. Donc c'est un problème qui est à peu près du niveau du diabète. Est-ce qu'on en entend parler aussi souvent que le diabète? Certainement pas. Est-ce que c'est fréquent dans les hôpitaux? Oui, c'est très fréquent. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière. Mais ah voilà, ça y est. Le deuxième problème, c'est celui de l'obésité. Alors, on pense toujours que l'obésité, c'est lié à des gens qui mangent trop. Mais non, ça peut être aussi lié à d'autres causes, en particulier des gens qui bougent moins, mais aussi, bien entendu, qui mangent un petit peu trop par rapport à leurs besoins. Et l'obésité, c'est aussi quelque chose qui nous pose de gros problèmes. Alors là, on est mieux au courant. 15% de la population adulte, à peu près, en France, est obèse. On va voir que pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, il y en a plus que ça. Quoi qu'il en soit, l'obésité va retentir de multiples façons sur notre vie quotidienne et sur notre état de santé. Altération des maladies du cœur et des vaisseaux, l'infarctus du myocarde, les angines de poitrine, l'hypertension artérielle, c'est ce que vous avez tout à fait en haut à votre droite. Des troubles psychologiques, quand on me dit les obèses, c'est des gens qui sont joviaux, toujours en forme et toujours contents. Laissez-moi rigoler, parce que les obèses, on les voit. Enfin, rigoler, c'est une façon de parler, ce n'est pas une bonne expression de ma part. Parce que les obèses, on les voit tous les jours dans nos consultations, et les obèses sont des gens qui souffrent, qui ont des souffrances psychologiques, et leurs souffrances psychologiques, qui sont souvent à l'origine de l'obésité, sont aggravées par l'obésité. Donc c'est un vrai cercle vicieux, un cercle vicieux terrible. Imaginez-vous, si vous avez une corpulence très importante, comment vous allez faire pour prendre le train, comment vous allez faire pour prendre l'avion, comment vous allez faire pour même monter dans le métro, pour aller dans le métro. Ben voilà, les difficultés s'accumulent les unes derrière les autres. Et les stigmatisations par la population sont extrêmement fréquentes chez les obèses, stigmatisations qui arrivent aussi de la part des médecins, d'ailleurs, ça existe aussi. L'obésité, ça augmente le risque de cancer. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie de Parkinson qu'on n'a pas le droit d'avoir un cancer. Ben, si on est obèse avec une maladie de Parkinson, c'est toute une kyrielle de cancers différents pour lesquels les risques sont augmentés. Et ça, ce n'est pas très bien connu, en particulier chez les femmes. Attention au cancer du sein. Atteinte des articulations, l'arthrose, la goutte, une baisse d'autonomie là aussi en relation avec l'obésité, des atteintes respiratoires, une gêne à la respiration parce qu'on a trop de volume à mobiliser quand on respire, parce qu'il faut qu'on donne plus d'oxygène au corps, et puis aussi ces syndromes d'apnée du sommeil dont vous avez peut-être entendu parler, avec un gros retentissement sur la vie quotidienne, un retentissement aussi sur l'hypertension artérielle. Et enfin, les maladies métaboliques, le diabète, trop de sucre dans le sang, avec une kyrielle de complications. Les dyslipidémies, c'est quoi? C'est les maladies qui touchent le cholestérol et les triglycérides. Trop de cholestérol, trop de triglycérides et un risque augmenté de maladies cardiovasculaires. Et puis une baisse de la fertilité, chez les femmes en particulier, mais aussi chez les hommes. Donc, vous voyez, la vie quotidienne peut être considérablement perturbée par l'obésité. Et il faut savoir quand même qu'une obésité standard, ça revient à peu près à perdre 7 années de vie, ce qui n'est pas complètement négligeable. Et si vous avez une obésité plus importante, la perte d'espérance de vie est encore plus importante. On considère actuellement aux États-Unis que le fait du développement de l'obésité est responsable du tassement de la durée d'espérance de vie. Globalement, que ce soit dénutrition, que ce soit obésité, on se retrouve avec des conséquences extrêmement gênantes, une augmentation du risque d'hospitalisation, une augmentation de la mortalité, une baisse de la qualité de vie et une augmentation des coûts de santé. Et les coûts de santé, c'est de l'argent, bien sûr, mais ça nous concerne aussi parce que c'est nous qui payons, globalement. Qualité de vie, vous voyez qu'il y a à certains endroits, vous verrez, il y a des petits trucs écrits. Là, c'est ABAR, EU, +1 2015, peu importe. Si ça vous intéresse, vous pouvez le noter parce que ce sont les références spécifiques à la maladie de Parkinson. Et là, de ce côté-là, on a des données sur dénutrition et obésité qui font dégrader la qualité de vie lors de la maladie de Parkinson. On reste sur dénutrition. Alors le problème, c'est comment savoir qu'on est dénutri. De la même façon, ça sera le problème de savoir comment savoir qu'on est obèse ou en surpoids.
Voilà je ne vais pas rentrer dans des choses très très compliquées parce que pour le Parkinson, on a plein de données, mais des données qui sont quelquefois avec des trucs un petit peu spéciaux et donc un peu plus difficiles à interpréter. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Simplement vous donner les choses les plus fréquemment utilisées, les plus faciles à utiliser. La première, c'est l'indice de masse corporelle. Alors oui, il faut faire un calcul, hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le poids, votre poids en kilos, divisé par votre taille en mètres au carré. C'est quand même pas d'une très très grande difficulté. En passant, je vous signale que ça peut servir aussi pour vos enfants ou vos petits-enfants, parce que maintenant, sur les carnets de santé, les premières courbes qu'il y a, ce sont les courbes d'indice de masse corporelle. Et ça permet de repérer l'état de santé des enfants et des petits-enfants. Bon, je passe. Quoi qu'il en soit, pour nous, 18-70 ans, au-dessous de 18,5 d'indice de masse corporelle, on est dénutri. Quand on a plus de 70 ans, au-dessous de 21 d'indice de masse corporelle, on est dénutri. Voilà. Vous faites le calcul, vous avez votre réponse. Alors je vous ai mis en rouge les dénutritions standards et puis en vert très foncé les dénutritions très graves, peu importe. Le principal, c'est de se souvenir de ces deux chiffres, 18,5 et 21. Ce sont les chiffres tout à fait utilisés actuellement en France. On peut aussi déterminer si un patient est dénutri, si une personne est dénutrie, avec sa perte de poids par rapport au poids usuel, au poids antérieur qui était stable. Le poids baisse, une perte de plus de 5% en un mois ou de plus de 10% en 6 mois signe une dénutrition. Donc là, c'est relativement facile à faire. Alors évidemment, on peut se tromper. On peut se tromper parce qu'on s'est gouré sur le poids à un moment ou à un autre. De la même façon qu'on pouvait se tromper si on s'était trompé sur la taille, bien sûr. Mais globalement, ça va quand même nous donner des idées. Parce que, attention, perte de poids, danger. C'est ça le message principal par rapport à la perte de poids. Perte de poids égale danger dans la maladie de Parkinson. Voilà, on va prendre une première série de questions si vous en avez, partant du principe que les deux exposés qui vont suivre vont rentrer plus dans le détail de la dénutrition et de l'obésité. Est-ce qu'au niveau de ce débat, pour le moment, il y a des questions? Non? Non, mais il n'y a pas de problème. De toute manière, comme on va rentrer plus dans le détail, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer après. Donc, on va voir comment vous pouvez poser le diagnostic et quelles sont les causes et les traitements de la dénutrition. Et ensuite, on prendra des questions. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien, alors, hein? Ouais, non, mais vous inquiétez pas. Il y en aura après, je les connais. Alors, la dénutrition, d'abord. Dans la maladie de Parkinson, est-ce que la dénutrition est fréquente? On a plein d'études qui sont des études qui viennent pas simplement de France, qui viennent d'un peu tous les pays. Et globalement, alors je ne vous ai pas mis les chiffres là parce que ça devient un petit peu lourd, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, on sait que la dénutrition lors de la maladie de Parkinson est plus fréquente que dans la population générale. On considère qu'il y a à peu près 10 à 20% des patients parkinsoniens qui sont dénutris. Attention, la dénutrition n'arrive pas en début de maladie, la plupart du temps. Sauf, vous allez voir dans un cas un petit peu... Enfin, vous allez voir, on va en reparler de ça. Mais par contre, la dénutrition peut arriver en fin d'évolution, puisque plus l'évolution est longue, plus il y a de dénutrition, sauf si le malade qui a une maladie de Parkinson a une électrostimulation centrale. Vous savez probablement de quoi il s'agit, mais on en reparlera. Auquel cas, ce n'est pas la dénutrition, c'est l'obésité qui risque de survenir. Mais une maladie très évoluée a plus de chances de provoquer la survenue d'une dénutrition. Alors il y a aussi plus de risques de dénutrition, parce qu'on peut caractériser les choses avec dénutrition avérée, on est certain qu'il y a une dénutrition, et puis un patient qui rentre dans une zone à risque. Donc que ça soit aussi bien du côté de la dénutrition avérée que de la zone à risque, il y en a plus que par rapport à la population générale. Donc c'est vraiment une question qui se pose lors de cette maladie. Maintenant, reste à savoir d'où ça sort, et c'est là qu'on va commencer à avoir des précisions, et c'est aussi là qu'on va pouvoir commencer à sortir des modes d'action. Alors, j'aurais dû revenir, voilà, je vais revenir en arrière. En fait, pour être dénutri, il y a 3 possibilités. Soit vous ne prenez pas assez d'alimentation par rapport à ce que vous dépensez, soit vous dépensez trop, soit il y a les deux qui sont associés. Je ne mange pas assez, je dépense trop. Donc la question, c'était de savoir, dans la maladie de Parkinson, où c'est que ça se situait tout ça. Et vous voyez qu'en fait, il y a tout en bas pas mal de choses. Il y a le médicament principal, la lévodopa. Il y a les atteintes cérébrales, c'est-à-dire les lésions cérébrales dues à la maladie. Et vous savez que la maladie, elle ne touche pas simplement une zone très particulière qui fait tous les troubles, mais elle touche aussi d'autres endroits. Et on va y revenir très très rapidement, vous allez voir.
il y a des effets périphériques. La maladie va générer des troubles, et ces troubles vont avoir, là on peut en parler direct, vous voyez, le principal truc, c'est que ces troubles périphériques vont en générer des incapacités majeures. On va y revenir parce que c'est très très important. Et vous voyez, du côté de l'augmentation de la dépense d'énergie, là aussi il y a le médicament qui joue, là aussi il y a les atteintes cérébrales qui jouent. Donc on va détailler un tout petit peu. La lévodopa d'abord. Alors la lévodopa, c'est un médicament formidable, fondamental, bien sûr, vous le savez. Mais de l'autre côté, c'est un médicament qui va jouer en réduisant l'appétit des patients, qui va jouer en augmentant le risque dépressif et qui va donner des troubles digestifs de type nausée et vomissement. On y reviendra tout à fait à la fin sur ce problème-là. Quoi qu'il en soit, le fait que ça donne des nausées, des vomissements, des troubles digestifs, et de la dépression et une baisse d'appétit, évidemment, ça ne favorise pas la prise alimentaire. Ça, je pense que vous comprenez. Concernant les atteintes cérébrales, qu'est-ce que c'est que la gastroparésie? On va y revenir tout à fait sur un point un petit peu particulier tout à l'heure. C'est le fait que l'estomac s'évacue mal. L'estomac est en partie paralysé. Ce n'est pas une gastroparalysie, c'est une gastroparésie. Il est paresseux. Eh bien ça peut être lié aux atteintes cérébrales. C'est très fréquent lors de la maladie. Et évidemment que ça gêne. Lorsque vous avez une sensation, dès que vous avez mangé quelque chose, d'avoir quelque chose que vous stockez sur l'estomac, qui vous gonfle le ventre, vous n'avez pas forcément envie de continuer à manger ou de manger plus parce qu'on vous a dit qu'il fallait manger plus, évidemment. Donc ça va fortement gêner. La constipation. Alors la constipation, quand je vous ai dit, quand la maladie, elle touche au niveau du cerveau des zones particulières, mais elle ne touche pas que ça. Elle a aussi des atteintes périphériques un petit peu particulières au niveau du tube digestif. Le fonctionnement du tube digestif peut ne pas être normal. Autrement dit, il est ralenti. Autrement dit, vous allez favoriser la survenue d'une constipation. Et parmi vous, je pense que tout le monde a expérimenté à un moment ou à un autre la constipation. Une constipation de 2, 3 jours, 4 jours sans aller à la selle, c'est pas à ce moment-là qu'on va se mettre à manger. Vous comprenez bien le truc. On a plutôt envie d'aller vomir ou d'arrêter tout pendant un certain temps plutôt que de se présenter à table. Donc ça va jouer, évidemment. Les troubles du goût, les troubles de l'odorat. Sur l'odorat, vous le savez, ce sont des troubles qui sont très, très fréquents et qui précèdent le diagnostic de la maladie. Alors, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, quand vous avez un trouble de l'odorat, retentissement sur la prise alimentaire, retentissement sur l'appétence, retentissement quand on fait la cuisine, etc., etc. Et puis les bavages, alors ça c'est un truc qui arrive là aussi en fin d'évolution. Oui, le jour où vous allez, où la personne dont vous vous occupez, elle bave, vous la regardez pas pareil. Donc il y a un retentissement social évident. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'avoir de la salive qui coule, c'est aussi une gêne pour la prise alimentaire. Lors du repas, à ce moment-là, le patient a tendance à ce que ça ressorte, à ce que ça se mélange. Il a des difficultés pour déglutir et aussitôt, ça devient toute une histoire. La réponse, ça peut être quoi? Ça peut être « je mange moins ». Je veux moins être gêné, donc je mange moins. Ça peut être aussi « je mets plus de temps pour manger ». Mais je mets plus de temps pour manger, ça va jusqu'à un certain point. Mais quand c'est 3/4 d'heure pour un repas, 1 heure pour un repas, voire plus, là, ça devient un gros, gros problème. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des perturbations qui sont très, très fortes et qui jouent sur la prise alimentaire. Et puis du côté de la dépense d'énergie, cette augmentation de dépense d'énergie, elle peut être liée très globalement, d'une part aux atteintes centrales, et c'est majeur, bien entendu, qui vont provoquer les troubles périphériques avec l'hypertonie, les tremblements. Et ça, l'hypertonie comme les tremblements, c'est une augmentation de l'activité physique. Donc c'est une augmentation de la dépense d'énergie. Et plus je suis hypertonique, plus je dépense, plus j'ai de tremblements, plus je dépense. Et plus j'ai de périodes où j'ai ces troubles-là, plus les périodes sont longues, et évidemment, plus je dépense. Et puis l'autre point, c'est, vous le savez, au bout de 8-10 ans, en moyenne, de lévodopa, peuvent se développer les dyskinésies. Vous savez, ces dyskinésies, ce sont des mouvements anormaux, ça part dans tous les sens. Je ne vais pas vous le mimer parce que ce n'est pas très, très sympathique, ce genre de truc, vous le savez comme moi. Mais les dyskinésies, elles arrivent au pic de lévodopa après une augmentation des doses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on est en phase d'échappement du traitement. Et bien, ça aussi, ce sont des mouvements anormaux. Ce sont exactement les mêmes mouvements anormaux que dans la maladie de Huntington, si vous connaissez la chorée de Huntington. Et ce sont des mouvements anormaux qui dépensent beaucoup d'énergie. Donc on se retrouve, vous voyez, avec plein de causes qui sont susceptibles de perturber l'état nutritionnel des gens, de les amener vers la dénutrition.
Alors ces gastroparésies, vous voyez, c'est quand même, avec des nausées et des vomissements derrière, environ un quart des patients ayant des nausées et des vomissements en relation avec la gastroparésie. C'est loin d'être négligeable. Plusieurs études récentes, entre 36 et 100% des patients qui ont des gastroparésies. Très très embêtant cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue médicament? On peut faire deux choses, soit utiliser le motilium, dompéridone, soit utiliser, si ça ne marche pas, un autre médicament qui en fait est un antibiotique, qui s'appelle l'érythromycine. Attention, n'utilisez pas le primpéran. Le primpéran, c'est aussi un médicament qui facilite l'évacuation gastrique, mais qui malheureusement a des effets centraux qui aggravent la maladie. Donc, il ne faut pas utiliser du primpéran, il faut utiliser motilium ou érythromycine. Si jamais votre médecin vous a prescrit du primpéran, il faut dire non, ça ne marche pas. La constipation, oui, est-ce que c'est un problème fréquent? Vous voyez, 50 à 80% des patients parkinsoniens. Tout ça, c'est pour des données chez les patients parkinsoniens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre la constipation? En fait, la constipation est liée à 3 facteurs principaux. Il y en a d'autres. Il y a première chose, pas assez d'hydratation. Deuxième chose, je ne bouge pas assez. Et troisième chose, je ne consomme pas assez de fruits et de légumes, c'est-à-dire de fibres. Et puis derrière, il y a une autre cause très très fréquente, ce sont certains médicaments, en particulier les médicaments qui contiennent de la morphine. Mais ces 3 premières causes, on peut jouer dessus. Alors chez le parkinsonien, augmenter l'activité physique, ce n'est pas forcément évident, d'autant plus que certains ont déjà une activité physique augmentée à cause des mouvements anormaux et qu'on peut augmenter la dépense en plus. Mais oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, on va favoriser la dénutrition en plus. En revanche, jouer sur l'hydratation, c'est-à-dire bien s'hydrater, minimum chez une personne de plus de 60 ans, au minimum 1,5 litre par jour de boisson, rien que de boisson. Le reste sera dans l'alimentation, l'hydratation. Et puis, le dernier point, c'est ne pas oublier fruits et légumes. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que régime pâtes, riz, pommes de terre, ça ne marche pas. Là, c'est un bon régime pour avoir des constipations opiniâtres. Donc on a quand même quelques éléments. Alors évidemment, derrière, on a des médicaments laxatifs qui peuvent être très efficaces et qu'on n'hésitera pas à donner si les moyens diététiques ne sont pas suffisants. Les troubles de déglutition. C'est une belle saloperie, ça. Les troubles de déglutition concernent, alors selon les études, vous voyez, de 60 à 80% des patients. Attention, ça ne veut pas dire que tous les patients qui ont une maladie de Parkinson ont des troubles de déglutition graves. On peut avoir des troubles de déglutition modérés. Et même indépendamment de la maladie de Parkinson, dans une population normale, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de déglutition, qui à un moment ou à un autre, ça passe à côté, ils vont tousser. Bien sûr. Le problème, c'est que les troubles de déglutition peuvent être graves. Et quand ils commencent à devenir graves, là, il va falloir faire quelque chose. L'autre problème, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que les plaintes sont très présentes, mais tardive, c'est-à-dire que pendant un certain temps, le patient n'avait pas signalé que ça passait à côté de temps en temps, que c'était avec telle texture ou telle texture que ça coinçait, qu'il avait fait 2 ou 3 infections pulmonaires sur l'espace d'un an, il n'a pas dit à son médecin. Et le médecin ne s'en est pas forcément aperçu, parce que c'était loin, 4 mois de différence par exemple. Donc il y a un risque de sous-estimation et donc un risque de sous-traitement. Un point très particulier, c'est les troubles de déglutition. Les troubles de déglutition, ça veut dire j'ai des difficultés à déglutir. Alors ça, c'est déjà embêtant. Ça passe pas forcément du mauvais côté, mais j'ai des difficultés à déglutir. Parce que ce qui est embêtant, c'est que ça va gêner pour s'alimenter. Et l'autre trouble de déglutition majeur, c'est ça passe à côté. Et essentiellement, le problème, c'est les voies respiratoires. Il y a un autre problème, c'est le nez. Il n'y a pas beaucoup de patients, heureusement, parkinsoniens qui ont des fausses routes dans le nez, parce que c'est très, très douloureux, désagréable, et ça gêne considérablement la prise alimentaire. Mais les fausses routes alimentaires, c'est évidemment un danger qui peut être mortel, bien sûr. Si vous mettez une grosse quantité dans les poumons, vous risquez d'y passer, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, il faut savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de fausses routes qui surviennent lorsqu'on prend des liquides ? Est-ce que ce sont des produits un petit peu plus solides qui déclenchent les fausses routes? Ou quelquefois, est-ce que ce sont les produits solides? Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment fondamental parce que ça va conditionner notre prise en charge. Si, par exemple, quelqu'un fait des fausses routes au liquide, je bois un petit peu d'eau, hop, je me mets à tousser. À ce moment-là, on va donner des textures qui peuvent régler le problème, des textures épaissies. Puis on va dire aux gens, le liquide, non, c'est terminé. Et tout va bien se passer. En revanche,
Si le médecin ou le soignant ne réfléchit pas à la question, ou le patient n'a rien dit par rapport à ça, il a dit, eh ben oui, je mangeais, j'ai fait de fausses routes. Et que ce sont des fausses routes au solide. Si jamais le médecin dit, je vais épaissir la texture, il va aggraver les fausses routes. Donc il faut qu'on sache, parce que si ce sont des fausses routes au solide, il va falloir donner une alimentation liquide, et pas solide, et pas épaissie. Donc c'est absolument majeur. Ce sont des choses simples. Alors il y a des recommandations françaises qui sont aussi des recommandations européennes. Et là, je ne vais pas détailler, mais globalement, ils auront accès donc vous aurez accès à ces documents et vous pouvez regarder comment ça se passe. Il y a des tests simples qui consistent à faire boire, regarder ce qui se passe dans la minute qui suit. Ça s'appelle le test de Pipeau. Et puis il y a des tests plus compliqués. Vous voyez, il y a radiovidéoscopie, nasofibroscopie, ORL. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a tout un cheminement qui va nous dire est-ce qu'il y a un trouble de déglutition, est-ce qu'il n'y en a pas, qui va nous dire est-ce que la texture, c'est celle-là ou celle-là qu'il faut utiliser, est-ce qu'il y a des positions de la tête qui vont être bonnes ou pas bonnes. Normalement, globalement, il vaut mieux pas manger la tête penchée vers le bas plutôt que la tête relevée. Plus vous relevez, plus ça passe dans les voies respiratoires. Un truc parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut signaler. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on modifie le mode d'alimentation, on modifie les textures, on va travailler en multidisciplinarité du côté médical, orthophoniste, et dans la maladie de Parkinson, ça vaut le coup d'aller vers l'orthophoniste, alors que dans d'autres maladies, comme la maladie de Charcot, c'est très très limité, ou les AVC, au début ça va, et puis après ça ne change pas grand-chose. Et puis on va travailler évidemment avec les diététiciens, les soignants et l'entourage. Un petit truc en passant comme ça simplement. Il y a un patient à qui il ne faut pas donner de produits liquides parce qu'il fait des fausses routes. Et l'entourage n'a pas bien compris. Et il va donner un café parce que le patient, ça lui fait plaisir de prendre le café. Et crac, ça passe dans les voies respiratoires. Autrement dit, il faut travailler avec l'entourage pour bien expliquer que le café, ce n'est pas interdit à condition qu'il soit gélifié, qu'il soit épaissi. Vous voyez ? C'est un exemple parmi d'autres, mais des choses que malheureusement on rencontre assez souvent. Et si on n'arrive pas à régler la question avec ces moyens simples, à ce moment-là, on va utiliser une technique de nutrition artificielle qui s'appelle la nutrition entérale. On alimente les patients avec une sonde digestive. Ce n'est pas forcément génial, mais ça a un gros avantage, c'est que ça permet de maintenir la vie. Et puis ça n'empêche pas forcément de prendre une alimentation à côté. Les troubles du goût, vous voyez, un peu plus d'un quart des patients. Alors les troubles du goût, c'est terrible parce que ça veut dire j'aimais beaucoup ça, ça et ça, et puis je ne peux plus parce que vraiment ça me dégoûte maintenant. Donc là, il faut se tourner vers qu'est-ce que j'arrive à manger et qui me fait plaisir. Et là, il faut plus se poser la question des régimes, évidemment. Les troubles de l'odorat, plus de 90% des patients, le problème non, c'est un signe précurseur de la maladie. Plus de 90%, il y a des gens qui disent 100% des patients avec des troubles de l'odorat. Malheureusement, on n'a pas de traitement. Sinon, aussi bien pour les troubles du goût que les troubles de l'odorat, de les mettre sous les Vaux-de-Pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont gagner quelque chose. Ce n'est pas évident. Donc là aussi, c'est une orientation vers ce qui fait plaisir, dans les conditions qui font plaisir. Trop de salive, vous voyez quand même, c'est 11 à 43% des cas. Ça peut survenir le jour, ça peut survenir la nuit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il y a des traitements qu'on peut utiliser, des médicaments qui s'appellent les atropiniques. Soit c'est des patchs qu'on met derrière l'oreille, soit c'est des petites ampoules qu'on met sous la langue avant les repas. Et ça améliore considérablement la situation. On peut même faire du Botox. Vous savez, le truc pour traiter les rides. Le Botox, ça marche aussi si on injecte les glandes salivaires qui sont au niveau de la bouche, à l'intérieur de la bouche, et on va tarir la sécrétion salivaire ou la faire baisser considérablement. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui sache le faire, et il n'y en a pas partout. Mais enfin, c'est quelque chose qui marche aussi. Alors, ce problème des incapacités est vraiment quelque chose de très, très embêtant. Faire les courses, préparer les repas, reconnaître l'alimentation quelquefois. N'oubliez pas que la maladie de Parkinson, quelquefois, pas toujours, heureusement, peut s'accompagner de troubles cognitifs, c'est-à-dire de troubles de la perception. Et là, le patient va avoir des difficultés à reconnaître que ça, c'est bon à manger, ça, c'est pas bon. Problème, là, s'il se met à manger quelque chose qui est vraiment pas bon du tout, ça ne sera pas l'alimentation. S'il ne veut pas reconnaître l'alimentation comme de l'alimentation, ça va être dur de le faire manger ou de l'aider à manger. Alors tout ça, c'est des choses qu'il va falloir traiter beaucoup avec les entourages, en particulier les entourages familiaux, mais aussi les entourages médicaux et paramédicaux. Donc on va discuter le coût, globalement.
Et puis attention, parce qu'il y a aussi cette question-là, les soignants, comme les entourages, doivent suivre s'ils le peuvent. Et lorsqu'on a un patient qui est avec un handicap absolument majeur, l'épuisement est derrière, hein. Vous le savez probablement, ou vous l'avez peut-être vu dans les personnes que vous avez pu rencontrer. L'épuisement est derrière, ne croyez pas qu'on va vous laisser tomber. C'est-à-dire que si vous êtes dans une équipe à peu près correcte, normalement, vous devriez pouvoir accéder en tant qu'entourage. Au moment où vous en avez plein le dos, vous ne pouvez plus tenir, vous allez craquer, vous devriez pouvoir avoir accès à des périodes de répit. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, le patient va être hospitalisé, même s'il n'a pas de raison autre d'être hospitalisé, eh bien on l'hospitalisera pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours s'il le faut, de manière à ce que les entourages aient du répit. Et ça, c'est majeur, majeur, majeur. Donc si vous ne l'avez pas, il faut le demander. Il faut le demander. Eh bien oui, je sais bien que ce n'est pas facile toujours, mais je vous garantis que nous, on n'hésite pas à proposer ça aux gens, et globalement, ils en sont extrêmement contents, hein. Alors il y a l'ergothérapie, il y a l'accompagnement, bien sûr. Hein. L'ergothérapie qui va jouer sur comment on fait pour mieux alimenter les gens. Le cheminement général concernant la dénutrition, c'est ça. Au début des conseils diététiques, on peut enrichir l'alimentation, je ne vous fais pas de détails, parce que sinon on n'en sort plus, avec des supplémentations orales, des petits produits liquides ou crèmes ou solides, qui sont très enrichis, qu'on va donner aux patients, qui permettent de lutter contre la dénutrition. Si ça ne va pas, on ira à la nutrition par sonde, qui a peu de risques, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est la plupart du temps très très bien acceptée. Et au bout, on ira à la nutrition par perfusion, mais c'est absolument exceptionnel, parce que c'est une technique très lourde, coûteuse, mais ce n'est pas un problème majeur en France, et surtout c'est une technique avec de très gros risques. Donc voilà le cheminement général concernant cette évolution. Un tout petit mot, oui, alors, mon collègue me dit qu'il faut y aller plus vite, alors on va passer là-dessus. Je répondrai aux questions par rapport à ça si vous le souhaitez. La nutrition entérale, c'est ça, on met une petite sonde qui va dans l'estomac. C'est une sonde qui est mise de manière très très facile. Vous allez avoir 2-3 jours d'hospitalisation, vous rentrez à domicile, et après vous pouvez vous alimenter là-dessus. Ça ne coûte rien, c'est totalement pris en charge, même s'il y a une infirmière qui travaille sur ce point-là. C'est totalement pris en charge et vous pouvez continuer à manger pendant un certain temps, tant que les troubles de déglutition ne vous gênent pas, en parallèle, de manière à avoir assez d'alimentation. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup de choses dans cet exposé, que ce soit sur les impacts de la maladie, sur la déglutition, etc. Donc, je pense à un certain nombre de questions. On ira peut-être plus vite tout à l'heure sur l'obésité, si vous le permettez, professeur, mais je voudrais qu'on aille maintenant sur l'alimentation en général. Voilà, on va vous faire passer des micros.